Alors, quand on commente, il faut toujours situer l'extrait. Donc là, c'est le début du livre, hein, c'est juste après au lecteur et on s'attend à un autoportrait. Il nous a dit je suis moi-même la matière de mon livre, etc. Donc Goyet s'étonne, à juste titre, qu'on ait des anecdotes. Mais, dit-il, en fait, ce ne sont pas des anecdotes, mais des exemples au service de l'argumentation et au service de la disposition d'ensemble. Donc, Goyet analyse la rhétorique, on est dans un colloque qui traite de la rhétorique. L'exemple appartient au vocabulaire de la rhétorique. Alors maintenant, nous allons regarder la structure de l'essai. Le texte que j'utilise ici, c'est celui traduit en français moderne par Guy de Pernon, parce qu'il ne s'agit pas de surcharger notre mémoire de travail. Là, on veut juste comprendre l'articulation. Alors, dans le texte de Guy de Pernon, il a fait le travail que toute personne commentant un texte devrait faire, c'est-à-dire que il y a des séparations en paragraphes. Il a rassemblé les choses qui allaient ensemble. Donc c'est le travail qu'on doit faire justement quand on commente. Et de ce point de vue, c'est une édition didactisée, c'est-à-dire une édition qui aide à apprendre. Donc remerciement à Guy de Pernon qui a mis toutes ses compétences au service de cette traduction. Alors, on a donc le titre. Par divers moyens, on arrive au même résultat. Hein. Donc, une phrase. La façon la plus courante d'amadouer ceux qu'on a offensés lorsque, prêts à se venger, ils nous tiennent à leur merci, c'est de susciter en eux, par notre soumission, la pitié et la commisération. Et pourtant, la bravade, la constance et la détermination, qui en sont l'inverse, ont parfois produit le même effet. Donc, et pourtant, voilà, paradoxe. Ça va nous intéresser parce que je ne vais pas vous dire ce que vous entendez habituellement, chers lecteurs. Et là, Montaigne cite des exemples. Édouard, le prince de Galles, etc., etc. Skanderbeg, prince de l'Épire, etc., etc. L'empereur Conrad, etc., etc. Donc il raconte l'histoire et ensuite, quant à moi, je me laisserai aussi bien entraîner vers l'une que vers l'autre de ces attitudes, mais j'ai une certaine faiblesse pour la miséricorde et la mansuétude, si bien qu'à mon avis, je me rendrai plus facilement à la compassion qu'à l'admiration. La pitié est pourtant pour les stoïciens un mauvais sentiment. Ils considèrent que si l'on doit porter secours aux affligés, on ne doit pas se laisser fléchir au point de partager leurs souffrances. Ici, il y a une incise subjective de Montaigne. Quant à moi, moi, si j'étais Édouard, Skanderbeg ou l'empereur Conrad, qu'est-ce que je ferais? Moi, c'est plutôt la compassion que l'admiration. Et justement, en plus, les stoïciens, eux aussi, n'aiment pas, ils pensent que la pitié, c'est un mauvais sentiment. Alors ensuite, il va commenter et résumer ces exemples en employant justement le mot exemple. Les exemples précédents me paraissent d'autant plus convaincants que l'on y voit des caractères confrontés à ces deux attitudes, résister à l'une et fléchir devant l'autre. Et pourtant, en des âmes moins généreuses, l'étonnement et l'admiration peuvent avoir le même effet. Voilà. Donc là, il va raconter un autre moyen, cette fois c'est donc l'étonnement et l'admiration, en expliquant qu'il s'agit de cas qu'il qualifie d'âmes moins généreuses. Témoin le peuple thébain. Alors ici, je n'ai pas utilisé la traduction de Guy de Pernon, j'ai pris directement le texte de Montaigne, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Témoin le peuple thébain et
il cite encore 2 exemples. Puis il revient à lui, il sort de son exemplification et il réfléchit à l'humanité. Et là, on a une des plus belles phrases des essais. Certes, c'est un sujet extraordinairement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé de fonder à son égard un jugement constant et uniforme. Et il repart. Voilà Pompéi et encore des exemples. Ensuite, une fois qu'il a donné tous ces exemples de gens, d'âmes moins généreuses et d'âmes généreuses qui se sont laissées fléchir d'abord par la pitié, ensuite d'âmes moins généreuses qui se sont laissées fléchir au contraire par le courage, il va là pour le coup donner un exemple d'une âme qui ne s'est laissée fléchir, qui ne s'est pas laissée fléchir justement par le courage et qui a probablement été irritée. Et là, Montaigne se pose une série de questions et il explicite son incompréhension, ce qu'il ne comprend pas. Et à l'inverse de mes premiers exemples, voici celui d'Alexandre. Et il termine par une série de questions sur Alexandre, en expliquant que vraiment, il ne sait pas ce qui a pu se passer. Donc, voilà pour la structure. Ce sont surtout des narrations avec, en début de phrase, les noms propres, des incises subjectives et un contre-exemple à la fin. Alors, il faut quand même voir qu'il y a bien une argumentation parce que les exemples sont classés par Montaigne. Donc, il fait ce que moi, qui suis plutôt dans les sciences sociales, j'appellerais des études de cas. Il analyse des cas, il classe des cas. Et quand on regarde, une personne qui regarde ces cas, se dit, bah oui, c'est pas difficile de faire ça. Bon, alors effectivement, ce qu'il faut, c'est trouver les cas contrastés pour pouvoir comparer. Pourquoi on se dit c'est facile? Parce que ça oblige la personne qui lit à tirer elle-même ses propres conclusions. Donc elle a l'impression que le travail, c'est elle qui le fait. Ça s'appelle un raisonnement inductif. On passe à la diapositive suivante. Alors, que veut dire donc Montaigne quand il parle d'exemple et que veut dire Francis Goyer? L'exemple, c'est quoi? C'est l'exemple historique. Donc, on peut recourir au traité de rhétorique. Quintilien. Donc, chez Quintilien, donc vous avez ici une image que j'ai tirée de Wikipédia, l'exemplum a un rôle argumentatif. Il sert à démontrer et non à illustrer. C'est important cette distinction. Donc, dans l'essai 1, Montaigne utilise des noms propres, donc ce sont bien des exemples historiques. Dans une précédente vidéo, comment commenter Montaigne, 2 vidéos plus haut, je dis qu'une bonne méthode, c'est de regarder les noms propres qui se trouvent dans le texte. Aristote, autre référence, son traité, donc la rhétorique. Il en tire 2 corollaires. L'exemple peut servir de précédent. On raconte une histoire pour en tirer une leçon. Rappelons-nous, dans du repentir, les autres forment l'homme, je le récite, je n'enseigne pas, je raconte. Oui, il raconte, mais ça nous sert à tirer une leçon parce qu'on a un apprentissage inductif. On nous montre et c'est nous qui apprenons. Autre corollaire d'Aristote, l'idée de témoignage. Alors on passe à la diapo suivante. Quand
l'exemple est placé en tête, nous dit Aristote. On est dans de l'induction. Il faut plusieurs exemples. Et ceux qui sont placés à la fin, c'est un épilogue, un seul suffit. Donc on voit ici au début que les exemples, la série d'énumérations là, sont bien placés au début du chapitre, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand je vous ai montré la structure de l'essai. Et nous dit Goyer, ici, ça a une valeur de tiret. C'est comme s'il y avait des tirets, ce qu'on appelle une édentation. Hein, c'est comme s'il mettait des puces, quoi. Voilà, Montaigne. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint justement toute cette oralité de Montaigne, cette façon de se parler oral. Alors maintenant, on va s'intéresser au dernier exemple de Montaigne qui est en fait un contre-exemple. Il y a donc une opposition. Alors ici, en fait, c'est un double contre-exemple. Parce que c'est l'inverse de ses premiers exemples, et Montaigne le dit, mais c'est aussi l'inverse de ce qu'il a pu voir jusqu'à présent chez Alexandre le Grand, qui fait partie d'ailleurs de ces excellents hommes. Et donc c'est un des derniers chapitres du livre 2, le chapitre qui s'intitule Des excellents hommes. Donc là c'est le récit de Alexandre et Bétis, qui est donc à Gaza. Donc là j'ai trouvé une illustration de la bibliothèque d'une exposition qui a eu lieu à la BNF. Donc voilà, la seule image que j'ai pu trouver sur Alexandre et Bétis. Et à l'inverse de mes premiers exemples, voici celui d'Alexandre, le plus hardi des hommes, si bienveillant pourtant envers les vaincus. Emportant après bien des difficultés la ville de Gaza, il y trouva Bétis qui commandait, et dont il avait pu apprécier la valeur, durant le siège, par des preuves extraordinaires. Bétis était seul à ce moment, abandonné par les siens, ses armes mises en pièces, tout couvert de sang et de plaies, et combattant encore au milieu de Macédoniens qui le harcelaient de toutes parts. Bon. À la suite de ce contre-exemple, Montaigne se pose toute une série de questions parce qu'il ne comprend pas. Il essaye d'interpréter ce qui a pu traverser l'esprit d'Alexandre. Alors voici ce que dit Goyer, c'est très très intéressant. Étant historique, les exemples ne sont pas ici des ornements, une broderie ou une guirlande, mais des preuves à l'intérieur d'un raisonnement. Ils documentent et du coup argumentent la possibilité que réussisse la non-supplication. Le premier chapitre n'est pas un assemblage d'anecdotes autour d'un thème, mais la démonstration d'une thèse. Voilà, cette capsule touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Donc, c'était donc un résumé de Francis Goyer, le démarrage des essais, la séduction par les exemples. Et je ne résiste pas à citer nouvellement la sublime phrase de ce chapitre. Certes, c'est un sujet extraordinairement vain, divers et ondoyant que l'homme. Il est malaisé de fonder à son égard un jugement constant et uniforme. Là, ce n'est plus Goyer qui parle, c'est moi. Pour moi, cette phrase, en fait, elle résume le projet des essais de Montaigne. Il va peindre l'homme, en fait. Et il va nous présenter plein de cas d'hommes, et même de femmes, de trois bonnes femmes qui est sublime, un sublime essai, qui se lit très facilement par ailleurs. Il va donc, voilà. Et en ce sens, Montaigne, vraiment, est un anthropologue. C'est ce qu'on appelle en sociaux et en anthropologie des études de cas. Alors cette phrase me rappelle beaucoup une phrase de Shakespeare dans Hamlet,
What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculty! In form and moving, how express and admirable! In action, how like an angel! In apprehension, how like God! The beauty of the world, the paragon of animals! And yet to me, what is this quintessence of dust? Voilà, je termine sur les deux plus belles phrases probablement qui étaient écrites à l'époque de la Renaissance. À très bientôt. Je vous remercie.